Le jour où Bintou s'est présenté à la grande réception familiale de Cocody main dans la main avec Zana, un homme en fauteuil roulant, vêtu d'un boubou en basin blanc éclatant et un sourire paisible collé au visage, tout le monde a cru à une blague de mauvais goût. La tante Djenabou a failli s'étrangler avec son attiéké, le cousin Kader a recraché son biceps sur la nappe ivoire brodée d'or, et la mère de Bintou a posé la main sur sa poitrine comme si son cœur avait glissé dans son pagne. « Bintou, tu plaisantes, non » a crié la sœur aînée. Mais non. La jeune femme au teint caramel, au regard ferme, à la démarche gracieuse, a simplement répondu avec un calme qui glaça toute la pièce, « Voici l'homme que j'ai choisi pour être mon mari. » Un silence tombal envahit la pièce, interrompu par le vieux oncle Yaya qui éclata de rire en tapant sur la table. « Donc toi, la plus belle fille de Cocody, tu veux épouser un homme sans jambes qui roule dans un fauteuil ? Et monde cruel !» Les moqueries pleuvaient comme une pluie diluvienne sur un toit troué. Kader s'approcha discrètement et versa un peu d'huile sur le sol pour voir si Zana allait réagir et se lever, par erreur. Rien. Zana est restée là, souriant doucement, jetant des regards calmes à tous ces gens qui le jugeaient comme un fruit pourri au marché. Dans le groupe WhatsApp des cousines, un nouveau nom apparut, Zana pousse-toi. Même les domestiques ne se gênaient plus. Le cuisinier, pensant être discret, murmura à sa collègue, si elle voulait un enfant, elle pouvait aller à la maternité, pas à l'hôpital des Invalides. Bintou, elle, restait droite, regardant chaque visage avec cette assurance qu'on ne trouve que chez ceux qui ont pleuré en silence pendant des nuits. Je préfère un homme sans jambes mais avec un cœur, qu'un homme debout sans conscience, lança-t-elle d'une voix posée, poignardant toutes les bouches ouvertes. Sa mère se leva théâtralement et s'effondra sur le sol, criant « On m'a tué. Ma fille a été envoûtée. » On dut la relever en l'aspergeant d'eau de fleurs d'oranger. Zana, toujours souriant, s'excusa poliment et dit « Je comprends vos réactions. Je suis un étranger ici. Mais je vous demande juste du temps. » Ce soir-là, la maison résonnait encore des éclats de rire, des murmures sarcastiques et des messes basses. On parlait de Zana comme d'un fardeau que Bintou s'imposait, comme si elle voulait faire une expérience sociale. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce fauteuil roulant, il y avait un homme plus debout que tous ses rieurs réunis. 3 semaines plus tard, les fiançailles eurent lieu. Bintou imposa sa décision. Même le père, qui vivait à Dubaï, dut se contenter d'un appel froid. « Papa, je ne demande pas ta bénédiction. Je t'informe. » Le jour des fiançailles, Zana arriva dans une Mercedes noire conduite par un chauffeur vêtu en tenue traditionnelle, suivi de 3 Range Rover. Il offrit à Bintou un collier en or pur, gravé « Kenyun Nigne Minute, quand le cœur voit, les yeux ne refusent pas ». Les rires diminuèrent, mais le mépris, lui, rampa toujours dans les coins. Durant la cérémonie, Zana parla peu. Mais ses gestes, sa posture, son calme hypnotisaient presque. Les gens pensaient, mais qui est-il vraiment ? Les cousines continuaient de faire circuler des photos de lui avec des montages, l'une le montrait en fauteuil roulant dans un taxi tricycle, l'autre avec un déambulateur. Mais Bintou riait avec Zana, riait de bon cœur, riait avec l'âme, comme si elle n'avait jamais ri avant lui. Le lendemain, elle coupa tous ses amis. Même son amie d'enfance Mariam, qui lui avait dit « Tu veux enterrer ton avenir dans un fauteuil ?» Le mariage se fit en petit comité. Pas de grande cérémonie, pas de cotillon. Juste une villa blanche sur les hauteurs de la Riviera avec des musiciens mandingues, des bougies et un ciel complice. Mais à peine 2 mois après le mariage, le scandale éclata. Le père de Bintou, accusé de fraude et de détournement, prit la fuite au Ghana. Les comptes de la famille furent gelés, les maisons saisies. La villa familiale fut vidée par les huissiers. Bintou se retrouva, du jour au lendemain, sans rien. Sa mère s'installa chez une cousine à Bingerville. Ses tantes refusèrent de la recevoir. Elle a choisi son mari, qu'il prenne soin d'elle maintenant, ricana l'une. Et Zana ? Zana, dans sa même posture tranquille, lui dit « Ma femme, c'est maintenant que tu vas savoir qui je suis. » Il l'amena dans un immeuble au plateau, lui montra un appartement moderne, vaste, décoré avec goût. « Celui-ci est à ton nom. J'en ai 2 autres. Héritage de mon grand-père. Tu es chez toi ici. » Bintou, les yeux pleins d'eau, murmura « Mais tu n'avais rien dit », il répondit «
quand on parle trop, les mauvaises oreilles s'invitent. En quelques semaines, il lança une entreprise de logiciels agricoles connectés. En 2 mois, les revenus dépassaient l'ancien chiffre d'affaires de son beau-père. Il employa même d'anciens employés du commerce familial. Les mêmes qu'il avait snobés. Un soir, alors qu'il dînait en terrasse, il dit calmement « Je vais marcher ». Elle éclata de rire, pensant à une blague. Mais il répéta « Je vais marcher ». J'ai refusé l'opération depuis 5 ans, par choix. Par peur. Mais toi, tu m'as donné le goût de la hauteur. Le choc. Le lendemain, ils commencèrent la thérapie. Ce fut dur, douloureux, long. Mais l'espoir, lui, ne faiblissait pas. Et pendant ce temps, les anciens amis de Bintou rampaient pour revenir dans sa vie. Certains venaient prendre de ses nouvelles. D'autres lui proposaient des partenariats. Une cousine commença même à lui envoyer des photos suggestives de ses progrès à la salle de sport. Bintou les bloqua tous. Un jour, lors d'une grande réception organisée par Zana pour fêter le premier million gagné par son entreprise, devant des dizaines d'invités bien habillés, alors que tout le monde dansait au son du balafon, il se leva. Lentement. Tremblant. Mais debout. D'abord, personne ne remarqua. Puis les regards convergèrent. On aurait dit une apparition. Les gens s'arrêtèrent de danser. Certains laissèrent tomber leurs verres. D'autres tombèrent à genoux. On entendit un cri, « Zana marche !» Et là, comme une onde, le silence s'étendit. Bintou le regardait avec les larmes au bord des cils. Il avança. 1, 2, 3 pas. Il titubait, mais il avançait. Puis il la prit dans ses bras. Elle, tremblante, lui murmura, « Tu es mon miracle. » Et lui, dans un souffle, « Tu as cru en moi, alors j'ai cru en mes jambes. » Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce miracle n'était que le début d'une vérité bien plus troublante. Une vérité que même Bintou n'était pas prête à entendre. Le lendemain de la grande réception où Zana s'était levée, toute la ville de Cocody en parlait comme si Jésus était descendu au plateau. Les vidéos circulaient sur WhatsApp, les captures d'écran fusaient sur Facebook, et même les vieux tontons du quartier refusaient de croire que l'homme en fauteuil avait marché sans appui, sans aide, juste avec la force de sa volonté et de l'amour de sa femme. Bintou, elle, nageait dans un mélange de joie, de fierté et d'incrédulité. Elle se réveillait chaque matin pour le regarder faire quelques pas dans le salon comme un enfant qui apprend à marcher. Mais la paix n'est jamais gratuite dans cette vie. Derrière les sourires, les applaudissements et les accolades, la jalousie commençait à fermenter comme du gnamakuji oublié au soleil. Senabou, la cousine de Bintou, qui avait toujours voulu Zana, mais que ce dernier avait poliment ignoré 3 ans auparavant, sentit sa rage bouillir quand elle vit les images du couple rayonnant dans les journaux économiques. Elle se rappela ce jour où elle avait envoyé une vidéo d'elle dans une robe moulante à Zana, et qu'il avait simplement répondu « Belle robe. Bonne journée ». Elle n'avait jamais digéré ça. Alors, quand elle vit le succès que Zana avait bâti avec son entreprise, les millions qui entraient, les collaborations avec des sociétés africaines et européennes, elle décida que si elle ne pouvait pas avoir Zana, elle allait au moins détruire son bonheur. Tout a commencé par une simple rumeur. Dans un salon de coiffure chic d'Abidjan, Senabou déclara, avec un faux air de compassion, « Vous savez que Zana n'a jamais été paralysée ?» C'était du cinéma. Il se faisait passer pour un handicapé pour gagner la pitié des femmes. Une vraie manipulation. 3 clients enregistrèrent cette phrase discrètement. En 2 heures, la rumeur s'était répandue comme un feu de brousse en saison sèche. Le téléphone de Bintou explosa. Des messages, des captures, des audios. Ta cousine dit que ton mari est un arnaqueur émotionnel. Zana, en apprenant cela, ne montra aucun signe d'agitation. Il s'assit, comme à son habitude, servit un verre de bissap et répondit simplement, « Quand un arbre porte des fruits, les pierres ne manquent pas. » Mais Senabou n'avait pas fini. Elle monta un plan plus diabolique. Elle engagea un faux médecin pour produire un faux certificat affirmant que Zana était atteint d'un trouble psychologique qui le poussait à simuler des handicaps. Elle l'envoya à un blogueur influent. Ce dernier, attiré par le buzz, publia sans vérifier. En quelques heures, Zana était devenu le milliardaire menteur de Cocody.
Les appels cessèrent. Les investisseurs se retirèrent temporairement. Certains employés commencèrent à douter. Même le vieux concierge lui lança un regard suspicieux en ouvrant la barrière. Bintou pleura. Non pas à cause des gens, mais parce qu'elle savait que son mari souffrait intérieurement malgré son calme apparent. Puis, comme pour écraser le cœur une bonne fois, Sénabou annonça qu'elle était enceinte de Zana. Elle arriva à la maison, ventre légèrement bombé, tenant un test de grossesse et un foulard trempé de larmes. C'est de lui. Il était venu me voir en cachette quand toi, tu étais à Grand Bassam. Bintou la regarda sans cligner. Zana resta muet un instant. Puis il éclata de rire. Un rire sec, profond, inattendu. Il se leva, la fixa et dit, « Même un bon mensonge a besoin d'un bon acteur. Tu n'as pas le talent pour me salir. » Il se tourna vers sa femme. « Bintou, si tu doutes de moi, je quitte tout. » Mais Bintou ne broncha pas. Elle s'approcha de Sénabou, prit le test de grossesse, le regarda calmement, puis le jeta dans la poubelle en disant, « Tu n'as pas seulement perdu un homme. Tu viens de perdre toute ta dignité. » Sénabou partit en hurlant, jurant qu'elle allait se venger. 3 jours plus tard, Zana engagea des enquêteurs privés. En une semaine, tout le plan fut mis à nu. Le faux médecin s'excusa publiquement. Le blogueur retira l'article et publia une lettre d'excuse. Les investisseurs revinrent. Mieux, la nouvelle propulsa l'entreprise encore plus haut. On disait, ce monsieur a la tête froide et les reins solides. Mais dans le calme qui suivit, Zana prit une décision surprenante. Il annonça qu'il allait faire un voyage de 2 mois à Tombouctou, seul, pour retrouver certaines archives de son grand-père et finaliser un projet ancestral. Bintou, bien que triste, accepta, confiante. Elle resta à Abidjan pour gérer leurs affaires. Mais les jours passaient, puis les semaines. Et soudain, plus de nouvelles. Zana ne répondait plus. Les lignes étaient coupées. Aucun signe sur les réseaux. Même son assistante personnelle ne savait pas où il était. L'angoisse monta. Bintou devint l'ombre d'elle-même. Puis un jour, elle reçut une lettre. Une simple lettre dans une enveloppe en cuir, posée devant la porte. Il était écrit, « Tout ce que tu sais de moi n'est qu'un morceau. Le reste, tu le découvriras là où je suis née. » Elle partit sans réfléchir. Prise d'un élan qu'elle-même ne comprenait pas. Arrivée à Tombouctou, elle fut accueillie par un vieil homme, aveugle, qui lui dit, « Tu es venu. Il t'attendait. » Il la mena à une vieille maison en terre. Une maison simple mais chargée de mémoire. Là, elle découvrit un journal intime. Des lettres. Des photos. Et une vérité. Zana avait été mariée une fois. À une femme du Nord. Mariage traditionnel, arrangé, jamais officialisé, mais consommé. Cette femme avait disparu mystérieusement lors d'un voyage. Personne ne l'avait revue. Bintou sentit son souffle se bloquer. Les lettres montraient un homme brisé, perdu, coupable. Un homme qui avait juré de ne plus aimer. Jusqu'à elle. Jusqu'à Bintou. Le choc était immense. Mais ce n'était pas tout. Une dernière lettre, scellée, portait une phrase, « S'il t'aime vraiment, il reviendra. S'il fuit, il n'est jamais parti. » 3 jours plus tard, à l'aube, alors qu'elle était assise devant la maison, Zana apparut, marchant lentement, vêtue d'un grand boubou beige, les yeux fatigués mais l'âme en paix. Bintou se leva, les larmes coulant sans bruit. Il s'approcha, la regarda droit dans les yeux et dit, « Je voulais que tu saches tout. Même ce que je ne voulais pas moi-même affronter. Tu as droit à la vérité, pas au mensonge déguisé en silence. » Elle ne répondit pas. Elle posa sa tête contre sa poitrine. Et dans ce silence lourd et plein, ils restèrent là. Mais dans l'ombre de cette paix retrouvée, une autre silhouette préparait sa revanche. Car Sénabou n'avait pas dit son dernier mot. Et cette fois, elle ne visait plus seulement Zana. Elle visait tout ce qu'il possédait. 3 mois après leur retour de Tombouctou, Zana et Bintou semblaient avoir retrouvé une certaine paix, comme si les douleurs du passé avaient été enterrées avec les cendres du silence. Leur couple était devenu un modèle, une légende vivante dans les cercles mondains de Cocody, un mélange rare de raffinement, de complicité et de discrétion.
Zana marchait désormais avec aisance, bien que parfois encore soutenue par une canne en bois d'ébène gravée à son nom, cadeau d'un vieux griot rencontré dans le Nord. Bintou, de son côté, avait relancé une marque de mode haut de gamme, Nzima Elegance, qui en quelques semaines était devenue la référence des dames huppées d'Abidjan. Leur amour rayonnait, leur succès était retentissant, et leurs ennemis, silencieux, du moins en apparence. Mais dans l'ombre, Seynabou n'avait jamais cessé de ruminer. Humiliée, éclipsée, méprisée, elle avait quitté Abidjan pour s'installer à Dakar, mais son cœur était resté rempli de feu. Elle n'avait jamais digéré que Zana lui échappe. Elle s'était juré que s'il ne lui appartenait pas, alors il ne serait à personne. Et c'est dans cette rage noire qu'elle mit au point un plan dont la cruauté égalait la complexité. Elle s'introduisit dans les milieux d'affaires, jouant la femme d'affaires ambitieuse, la repentie. Grâce à une fausse identité et de fausses entreprises écrans, elle réussit à infiltrer le réseau d'un partenaire stratégique de Zana. Elle lança une société concurrente, imitant à la perfection les designs, les noms de produits, allant même jusqu'à reproduire le logo avec une légère modification. La confusion s'installa. Les clients ne savaient plus qui était qui. Les partenaires hésitaient. Certains même accusèrent Zana de contrefaçon. Et pendant que l'homme courait pour éteindre l'incendie, Seynabou faisait circuler d'anciens montages photos de lui dans son fauteuil, accompagnés de messages anonymes insinuant qu'il n'avait jamais été réellement handicapé, qu'il s'agissait d'un montage émotionnel pour manipuler les investisseurs et le public. La réputation de Zana, construite avec patience, fut secouée comme un manguier mûr. Pire, un mystérieux audit anonyme déclencha une enquête sur son entreprise pour suspicion de détournement. Les employés furent interrogés. L'un d'eux, payé en secret par Seynabou, déclara que Zana avait modifié les chiffres. L'ambiance devint lourde. Bintou sentait son mari se refermer, s'éloigner. Il parlait peu. Il mangeait à peine. Une nuit, elle le surprit seul dans le salon, fixant le vide. Elle s'approcha doucement. Il murmura, « Je sens que le passé est revenu avec des dents. » Mais Bintou ne baissa pas les bras. Elle savait que Seynabou était derrière tout ça. Alors, elle prit une décision radicale. Elle engagea une équipe d'experts en cybersécurité, des jeunes talents ivoiriens formés en Russie, réputés pour leurs compétences redoutables. En moins d'un mois, toute la structure derrière Seynabou fut mise à nu. Faux nom. Fausse entreprise. Fausse grossesse. Fausse identité. Tout. Bintou rassembla les preuves, mais au lieu de livrer Seynabou à la justice, elle organisa une conférence privée. Une cinquantaine d'invités. Des chefs d'entreprise. Des personnalités. Des anciens amis. Et surtout, Seynabou elle-même, piégée par une fausse invitation au nom d'une multinationale. Lorsque tout le monde fut assis, Bintou monta sur scène. Derrière elle, un grand écran. Et là, image après image, preuve après preuve, elle exposa tout. Le visage de Seynabou se vida de sang. Les gens se retournèrent, choqués. Une dame s'évanouit. Un monsieur la gifla pour la réveiller. Zana, restée en retrait jusque-là, se leva. Il s'approcha lentement du micro, prit une profonde inspiration et dit « Je ne voulais pas me venger. Mais quand le silence protège le serpent, il faut le réveiller avec le tam-tam. » Il se tourna vers Seynabou, la regarda droit dans les yeux et lui dit « Tu aurais pu être grande. Mais tu as choisi d'être petite dans ton cœur. Voilà ton héritage. » Seynabou quitta la salle en larmes, couverte de honte, suivie d'aucun regard compatissant. Mais le coup de théâtre ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, une lettre parvint à Bintou. Une lettre venue du Nord. L'écriture était tremblante. Il s'agissait d'une femme. Elle disait s'appeler Sira. Elle prétendait être la première femme de Zana, celle que tout le monde croyait disparue. Elle disait avoir été enlevée par une famille ennemie de Zana pour des raisons de vengeance clanique et retenue dans un camp pendant des années. Elle avait réussi à s'échapper, avait changé de nom, refait sa vie, mais en voyant Zana aux actualités, elle avait compris qu'il était vivant, debout, et heureux. Et elle voulait le voir une dernière fois. Bintou ne sut quoi penser. Était-ce vrai? Était-ce une autre manigance? Elle montra la lettre à Zana. À sa lecture, il se figea. Il ferma les yeux longtemps.
Puis il dit d'une voix étouffée, Syrah était la seule lumière qu'il me restait avant la nuit. Il décida d'aller la voir. Bintou, bien qu'envahi par la peur, lui donna sa bénédiction. Va. Mais reviens entier. Il partit. Arrivé dans un petit village aux portes du Mali, il la retrouva. Elle était plus vieille, marquée, mais son regard portait encore la douceur d'autrefois. Ils parlèrent longtemps. Elle ne voulait rien. Ni pardon, ni amour. Juste la paix. Zana pleura. Pour la première fois, Bintou le vit pleurer comme un enfant perdu. Et elle le serra, elle aussi en larmes, réalisant qu'aimer, c'est aussi laisser l'autre guérir de ses blessures anciennes. Ils revinrent à Abidjan. Forts. Plus unis que jamais. Zana lança une fondation pour l'éducation rurale. Bintou créa une ligne de vêtements traditionnels faits par des femmes des villages. Tout semblait redevenu calme. Jusqu'à ce jour. Ce jour où, en ouvrant la porte de leur villa, ils trouvèrent un bébé. Un bébé déposé dans un panier. Avec une simple note, il est à vous deux. Faites de lui un roi ou un mendiant. L'avenir vous appartient. Ils se regardèrent, choqués, figés. Car ce bébé, aux yeux d'ambre dorés, ressemblait étrangement à Zana. Ne juge jamais une personne par son apparence ou ses limites visibles, car la vraie grandeur réside dans le caractère, la foi et la persévérance. L'amour sincère, la loyauté et le courage finissent toujours par triompher des moqueries, de la jalousie et des pièges. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire bouleversante et pleine de leçons de vie.